Est-ce que vous voyez cette image? Une route, des arbres, un camion militaire qui transporte un engin lourd sur une remorque. Dans l'est de l'Ukraine en 2014, ce genre de scène est presque banal, tant la guerre a normalisé la circulation d'équipements militaires. Et pourtant, si vous regardez vraiment, il y a des détails. La structure du véhicule, son usure et des marques bien précises. Des détails auxquels vous n'avez probablement pas fait attention. En moins de 48 heures, ce genre d'image a suffi pour lancer une enquête qui a fait trembler une version officielle. Pas menée par la CIA, pas par la DGSE, mais par des civils derrière leur ordinateur. Cette organisation s'appelle Bellingcat. Et aujourd'hui, on va comprendre comment ils ont utilisé une méthode toute simple, l'OSINT, l'analyse de traces publiques, pour reconstruire une histoire, celle du vol MH17. Bellingcat travaille avec ce que l'on appelle l'OSINT. C'est un mot un peu technique, je t'avoue, mais l'idée elle est simple. Enquêter à partir de sources ouvertes et publiques. Des vidéos postées en ligne, des photos, des cartes, des images satellites, des horaires et des détails de décor. Rien de secret, rien de piraté. Juste ce que des gens ont déjà mis sur internet, parfois même sans s'en rendre compte. Et chez eux, il y a une règle très claire et assez contre-intuitive. Une preuve seule ne suffit jamais. Une image peut tromper, une vidéo peut être sortie de son contexte, et un témoignage peut se tromper ou mentir. Ce qu'ils cherchent, ce n'est pas une preuve, mais un ensemble d'indices qui coïncident. Une image qui correspond à un lieu qui correspond à une heure, et une heure qui correspond à un trajet. Et tous ces éléments sont ensuite mis sur une timeline pour voir si l'histoire tient vraiment. Chaque information est vérifiée, puis contestée, puis revérifiée. Si un détail ne colle pas, il est mis de côté, même s'il va dans le bon sens, même s'il rendrait l'histoire plus simple. C'est un travail lent, exigeant et parfois frustrant. Mais c'est justement ça, la différence. L'OSINT ne cherche pas à convaincre vite, il cherche à construire quelque chose qui résiste au temps. Autrement dit, ce n'est pas une enquête basée sur la confiance, c'est une enquête basée sur la cohérence. Le 17 juillet 2014, le vol MH17 est abattu au-dessus de l'est de l'Ukraine. 298 morts, en quelques minutes, la nouvelle fait le tour du monde. Et presque immédiatement, l'événement bascule du fait divers aérien à l'affaire géopolitique. Les accusations fusent, les démentis tombent. Les versions officielles se contredisent parfois d'une heure à l'autre. À ce moment-là, la région est déjà en guerre. Depuis plusieurs mois, l'est de l'Ukraine est le théâtre d'affrontements entre les forces ukrainiennes et des groupes séparatistes soutenus par la Russie. Des armes lourdes circulent, des territoires changent de contrôle et la situation est extrêmement tendue. Mais pendant que les États communiquent, Internet, lui, documente. Des habitants filment, des conducteurs prennent des photos, des vidéos apparaissent sur VK, YouTube et Twitter. Certaines montrent des colonnes de fumée, d'autres, plus troublantes, prétendent montrer un système aérien lourd, un buk, circulant sur des routes de l'Est ukrainien. À ce moment-là, personne ne sait encore ce qui est vrai. Il y a du bruit, énormément de bruit, des images authentiques, d'autres sorties de leur contexte, certaines manipulées. Pour la plupart des observateurs, c'est ingérable. Pour Bellingcat, c'est précisément là que l'enquête commence. Ils ne partent pas d'une conclusion, ils partent d'une question simple, presque naïve. Ok, mais où exactement ces images ont-elles été prises? Parce que, avant de savoir qui est responsable, avant même de savoir quoi a été utilisé, il faut répondre à la question la plus basique de toutes. Un événement réel se produit toujours quelque part. Et c'est à cet instant précis, au milieu du chaos informationnel, que la méthode OSINT s'enclenche. L'enquête commence de manière presque anodine. Quelques heures après la chute du MH17, une vidéo apparaît en ligne. Elle affirme montrer un lance-missile de type Buk traverser une ville de l'est de l'Ukraine. Un Buk, c'est un système anti-aérien lourd conçu pour abattre des avions à haute altitude. Ce n'est pas une arme improvisée, c'est du matériel militaire complexe utilisé par des armées régulières. Sur la vidéo, on voit ce Buk circuler à Snizhne, une ville tenue par les rebelles, non loin de la frontière russe. La scène est courte, filmée depuis une voiture en mouvement, l'image est tremblée, rien n'est cadré. Et surtout, il n'y a aucun panneau lisible, aucun nom de rue, aucune indication évidente de l'endroit exact. À première vue, cette vidéo pourrait être n'importe où. Et comme beaucoup d'autres images postées ce jour-là, elle pourrait très bien être ignorée. Mais chez Bellingcat, c'est précisément ce type de contenu qui déclenche une enquête. Parce qu'il ne commence pas par une conclusion, il commence par une question très simple. Est-ce que cette vidéo peut être localisée précisément? Oui ou non? Et à partir de là, la méthode s'enclenche. Bellingcat met la vidéo sur pause et volontairement, il cesse de regarder le lance-missile. Il regarde tout ce qu'il y a autour. La forme des immeubles à l'arrière-plan, la largeur exacte de la route, la disposition des lignes électriques, bref, tout. Dans le rapport Open Source Evidence, ils expliquent que chaque détail compte, même ceux qui semblent insignifiants. Parce que le décor ne ment pas, un bâtiment ne se déplace pas et une ligne électrique ne change pas de place. Chaque élément devient un indice potentiel. Bellingcat ira même plus loin. Il publiera un article entier intitulé « Identifier l'emplacement à partir
partir d'une seule photo pour expliquer pas à pas comment cette localisation a été faite. Pas pour impressionner, mais pour montrer que cette méthode est publique, transparente et reproductible. N'importe qui peut refaire le cheminement, n'importe qui peut vérifier. Et à ce moment précis, l'enquête franchit un premier seuil. Cette vidéo n'est plus une rumeur, ce n'est plus une image qui circule sur internet, c'est un véhicule militaire lourd localisé à un endroit précis, dans une zone contrôlée par les rebelles, le jour même de la destruction du MH17. L'enquête est lancée. Bellingcat commence à reconstituer une chronologie. Le même système aérien est repéré le matin à Donetsk, transporté sur un camion remorque rouge. Quelques heures plus tard, des images et des vidéos le montrent à Zur, puis à Torez, à chaque fois à des endroits qui collent parfaitement avec les axes routiers de la région. À chaque étape, l'heure est estimée, recoupée avec les ombres, la météo, et parfois confirmée par des témoignages sur place. En fin de journée, le système est filmé à Snizhne. Cette fois, il n'est plus simplement transporté, il est déchargé et repart par ses propres moyens vers le sud, en direction de zones rurales. C'est la dernière apparition publique connue de ce véhicule le 17 juillet. À ce stade, ce ne sont plus des images qui circulent au hasard, c'est un itinéraire cohérent, avec une logique géographique claire, des horaires qui se recoupent et un point final situé à quelques heures seulement de la destruction du MH17. Bellingcat ne raconte pas une histoire, ils en testent une. Maintenant que l'ordre et le mouvement sont établis, une question devient centrale. Comment prouver que ce système antiaérien, ce Buk, n'est pas un Buk parmi tant d'autres, mais bien le même suivi tout au long de la journée ? C'est là que l'enquête change de nature. Parce qu'un système antiaérien de type Buk, il en existe beaucoup. Bellingcat cherche donc ce qu'ils appellent des empreintes visuelles. Des détails que tu ne peux pas copier facilement. Des détails qui reviennent, encore et encore, sur plusieurs images prises à des endroits et à des moments différents. En comparant les photos et vidéos, Bellingcat montre que le Buk repéré à Donetsk correspond à un autre Buk filmé en Russie fin juin. Il l'identifie sous le nom de 3x2, parce que son numéro est partiellement masqué. Et surtout, il relève une série de correspondances très précises. Des restes de marquage, des traces liées au transport et une zone de peinture blanche sur la jupe en caoutchouc placée exactement au même endroit. Puis ils ajoutent un détail encore plus parlant. Sur une photo prise à Donetsk, on distingue une trace de brûlure au-dessus de l'échappement. En comparant avec les images du Buk 3x2 filmé en Russie, cette même trace apparaît au même endroit. Et là arrive la pièce la plus parlante, la jupe en caoutchouc au-dessus des chenilles. Bellingcat s'explique que cette jupe s'abîme avec le temps et que ces déchirures créent une empreinte quasiment unique. Dans ce cas précis, il remarque une anomalie, un pli, une forme qui semble ne pas coller parfaitement lors d'un premier comparatif. Mais en cherchant d'autres images du Buk prises sous un angle différent, il découvre qu'il s'agit en réalité d'une grande déchirure, repliée vers l'extérieur. Ce n'était pas une contradiction, c'était un détail en 3 dimensions, mal interprété au départ. Et ce moment est très important dans l'enquête, parce qu'il montre que Bellingcat ne force pas une conclusion. Il tombe sur une incohérence, ils vont chercher une preuve supplémentaire pour la comprendre. À la fin, après avoir comparé ce Buk avec d'autres systèmes similaires filmés en Russie et en Ukraine, Bellingcat conclut qu'aucun autre ne présente autant de correspondances. La probabilité est donc très élevée que le Buk 3x2 vu en Russie fin juin soit le même système antiaérien que celui observé en Ukraine le 17 juillet. Et c'est ce qui permet ensuite de poser la question la plus lourde de toutes. D'où est parti le tir ? À partir de là, l'enquête bascule encore, parce que le 18 juillet 2014, au lendemain de la destruction du MH17, une nouvelle vidéo apparaît. Elle montre le même système antiaérien, filmé cette fois en direction de la Russie. Et un détail saute immédiatement aux yeux. Le lanceur n'a plus qu'un seul missile manquant. Il n'en reste plus que 3 au lieu de 4 la veille. Le véhicule emprunte le même axe, repasse la frontière par la même zone rurale, loin des postes officiels. Même camion, même remorque, même empreinte visuelle. C'est là que Bellingcat s'attaque à la question la plus sensible. Mais où, précisément, le missile a été lancé ? Une photo circule sur les réseaux sociaux peu après la chute du MH17. On y voit une colonne de fumée blanche s'élevant à l'horizon. Pris seul, ce genre d'image ne prouve rien, mais traité comme le reste de l'enquête, il devient un indice. Bellingcat géolocalise la photo, ils analysent l'angle, le relief, les lignes d'horizon, ils comparent avec Google Earth et des images satellites. Puis, ils font quelque chose de décisif. Ils comparent des images satellites avant et après le 17 juillet. Avant le tir, aucun impact visible. Après, des traces nettes au sol dans un champ situé au sud de Snizhne. Les marques correspondent à une zone récemment brûlée. La position est cohérente avec la trajectoire du missile, la colonne de fumée observée et le dernier trajet connu du Buk. Ce n'est pas une hypothèse isolée, c'est une cohérence d'indices indépendants. À partir de là, l'enquête ne reste plus discrète, elle devient gênante. Parce que, quand Bellingcat commence à publier ses analyses, les trajets, les images, la zone de tir et le retour du Buk, ça ne reste pas sans réponse. Des conférences de presse sont organisées, des cartes sont montrées, des graphiques, des données radars, des images satellites sont présentées. Le message est clair.
ce que raconte Bellingcat serait faux. Sur le papier, tout a l'air très sérieux. Des slides bien propres, des cartes colorées et des chiffres. Mais Bellingcat fait ce qu'ils font depuis le début. Ils ne débattent pas, ils vérifient. Ils regardent les dates des images utilisées, ils comparent les cartes d'une conférence à l'autre, ils remarquent que certaines images satellites ne correspondent pas aux périodes annoncées, que certaines données sont présentées comme des preuves définitives sans qu'il soit possible de les vérifier de manière indépendante. Autrement dit, on leur dit voici la vérité, mais quand on regarde de près, ça ne colle pas toujours avec le terrain. Et c'est là que Lozint montre sa vraie force. Il ne dit pas vous mentez, il dit montrez-nous exactement comment vous arrivez à cette conclusion. Et quand cette démonstration n'est pas possible, le doute s'installe. Puis l'enquête change encore de niveau. En 2018, le Joint Investigation Team, une équipe internationale chargée de l'enquête pénale sur le MH17, publie sa conclusion officielle. Selon eux, le missile qui a abattu l'avion était tiré par un système antiaérien Buk appartenant à la 53e brigade antiaérienne russe basée à Koursk. Ce n'est plus une analyse citoyenne, c'est une conclusion judiciaire. L'enquête continue aux Pays-Bas, des suspects sont identifiés, des audiences ont lieu. Et en 2022, un verdict tombe. 3 personnes sont condamnées, une autre est acquittée. Tout cela est public, consultable et documenté. Et là, une chose devient difficile à ignorer. Parce qu'une partie importante de ce dossier, pas tout, mais une partie clé, repose sur des éléments publics. Des vidéos filmées par des habitants, des photos prises au hasard, des routes, des bâtiments, des paysages. Des choses que personne ne pensait importantes. Le plus choquant dans cette histoire, ce n'est pas que Bellingcat trouve des choses. Le plus choquant, c'est que beaucoup d'indices étaient déjà publics, simplement dispersés et noyés dans le bruit. Et c'est ça, la vraie violence moderne. La vérité n'est pas forcément cachée, elle est fragmentée. Et ce que montre cette histoire, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé le 17 juillet 2014, c'est que dans un monde rempli d'images, le vrai pouvoir n'est pas d'avoir tous les secrets. C'est de savoir regarder, vérifier et relier les points. C'était Paul et j'espère que tu as apprécié la vidéo.